Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans l'Info en Plus Climat. Écrire un mail, regarder un film en streaming ou encore échanger sur les réseaux sociaux, le numérique est partout dans notre quotidien, mais il a un coût pour la planète. Il représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour stocker toutes nos données, il y a les data centers, d'immenses serveurs qui fonctionnent en permanence et sont très gourmands en énergie. Celui que je vous emmène visiter ici à Grenoble a réussi à limiter son empreinte carbone. Au cœur de ce bâtiment de 1200 mètres carrés, un centre de données fonctionne à plein régime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès son implantation il y a 13 ans, il a été pensé pour être éco-efficient. Quelle est la spécificité d'un data center, déjà de manière générale? Alors, un data center, son rôle, c'est pour héberger les serveurs. Donc pour héberger les serveurs, il faut leur fournir de l'électricité, du refroidissement, parce qu'ils chauffent énormément si on ne les refroidit pas. On va leur apporter un environnement de sécurité physique et logique. Et puis, on a besoin de réseaux, parce qu'un data center qui ne communique pas avec le reste du monde ne sert à rien. Combien de serveurs vous avez ici? Alors dans ce data center, on a à peu près 1 millier de serveurs. Certains de ces serveurs sont des architectures de virtualisation qui hébergent eux-mêmes plus de 3000 machines virtuelles. Et en termes de données, dans ce data center, on a plusieurs milliers de téraoctets. Est-ce que vous pouvez évaluer aussi votre consommation électrique? Alors, pour évaluer ça, et de manière à se comparer par rapport aux différents types de data centers qui existent, on a ce qui s'appelle un PUE. Alors c'est un terme en anglais, c'est Power Usage Effectiveness. Et en gros, c'est la totalité de ce que consomme le data center en termes d'électricité qu'on divise par uniquement ce que consomment les serveurs. Et ça vous donne un ratio. Et on voit que vous êtes énergétiquement bon si vous êtes proche de 1 et vous êtes vraiment mauvais si vous êtes très loin de 1. Nous, notre data center, il est en dessous de 1,3. C'est-à-dire qu'on va consommer, par rapport à un data center classique, 3 fois moins d'énergie pour climatiser le data center. Pour maintenir le bon fonctionnement de ces installations, le data center utilise la géothermie. Direction, la salle de refroidissement. On utilise la nappe phréatique pour ça. Donc on puise de l'eau souterraine à 30 mètres de profondeur. L'eau, elle est à peu près 13-14 degrés. On a un process, donc on fait passer l'eau dans un échangeur à plaques et elle repart en ayant absorbé les calories dégagées par les serveurs et elle retourne à la nappe pour se rediluer dans la nappe phréatique. On a fait exprès d'élever les températures dans les salles informatiques. Au lieu de climatiser à 19, on climatise à 25, justement pour pouvoir utiliser cette eau telle qu'elle nous est fournie. La consommation d'eau est adaptée à l'utilisation des serveurs avec un débit moyen de 30 mètres cubes par heure. Aujourd'hui, le bâtiment est rempli au tiers, mais avec la hausse des données du numérique, les besoins de stockage vont eux aussi augmenter. Frédéric Dulac, quels sont les types de données que vous hébergez ici dans votre data center? On héberge des données pour les sociétés françaises, qu'elles soient publiques ou privées. Donc les sociétés de toute taille, petites, moyennes, grandes. Des collectivités, par exemple. Des collectivités, mais aussi des PME, industriels, des gens du tourisme, etc., etc. Ça représente combien de clients à peu près? À peu près 750. Donc en croissance de 10% par an à peu près. Ce data center, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour être refroidi. Alors il y a le système de refroidissement avec la nappe phréatique, mais on essaye aussi de gagner avec ces panneaux photovoltaïques que vous avez installés ici. Donc il y en a en façade, comme ici, puis il y en a sur le toit aussi. Il y en a sur le toit aussi, voilà. Effectivement. Et en fait, ça permet, un jour où il fait très beau, d'utiliser 30% des 30% d'autoconsommation. C'était une envie, et puis on avait la projection de dire on allait consommer dans le temps. Et on avait été conseillé comme quoi l'énergie ne resterait pas au prix qu'il était et que de toute façon, il fallait être résilient. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision dès le début. En utilisant des métaux rares, la fabrication de nos équipements contribue aux 2 tiers à l'empreinte du numérique sur l'environnement. Limiter nos usages et favoriser le réemploi est un levier d'action important selon le collectif Green IT. Alors on peut imaginer qu'avec la dématérialisation toujours plus importante, les objets connectés, le développement de l'IA, cet impact du numérique sur l'environnement, il va nécessairement s'accélérer. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
Nous, on a réalisé une étude qui montre justement, qui quantifie cette accélération et qui montre qu'entre 2010 et 2025, l'humanité va tripler les impacts environnementaux du numérique, ce qui est absolument démentiel, hein. Et donc, il faut s'en inquiéter parce que le numérique aujourd'hui, c'est à peu près 50% de notre budget annuel soutenable. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'un Français peut émettre pendant un an pour toute sa vie, toute l'eau qu'il peut puiser dans la nature, etc., eh bien, vous vous rendez compte que notre usage numérique quotidien représente déjà 50% du budget qu'on a en tant que citoyen. C'est évidemment 10 fois trop. Il faut prendre conscience que c'est une ressource qui s'épuise inéluctablement, puisqu'on fabrique nos ordinateurs avec des matières dont les stocks sont en ressources en quantité finie sur Terre. Et donc, il faut devenir plus raisonnable, c'est-à-dire choisir les usages qu'on va avoir avec nos ordinateurs. Est-ce bien raisonnable de regarder une vidéo en streaming dans un TGV à 300 km/h? Ne peut-on pas, par exemple, télécharger ce film avant de le regarder dans le TGV? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, vous? Quelles seraient vos préconisations? Est-ce qu'il faut quand même malgré tout faire évoluer la réglementation? Et si oui, ce serait sur quels axes principaux? Ce qu'on propose, c'est simplement qu'il y ait l'équivalent d'une carte grise pour un ordinateur ou une télévision et un contrôle technique obligatoire, puisque finalement ça fonctionne pour les voitures, ça doit pouvoir aussi fonctionner et créer de la confiance sur le marché de l'occasion du reconditionné dans le cadre du numérique. Alors on ne peut évidemment pas se passer de tous ces outils du numérique, mais on peut quand même faire attention à notre utilisation. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat. En attendant, je vais faire un petit peu de tri dans ma boîte mail, il y a besoin.